Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Boom démographique chez les plus de 75 ans. Ceux qui vont avoir, à partir de 2030, ou d'ici 2030 plutôt, entre 75 et 84 ans, le nombre de ces personnes en France va passer de 2 à 5 millions. Un boom démographique auquel il va falloir faire face. Faire face, ça veut dire qu'il va falloir prévoir pour ces personnes âgées qui parfois sont isolées ou qui sont en EHPAD ou qui sont restées chez eux avec un intervenant, une intervenante à domicile. Laurence Cristol, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance de l'Hérault, médecin coordinateur en EHPAD dans la vie civile. C'est cela, hein, Laurence Cristol? Non, ça fait un petit moment que je suis plus médecin coordinateur. Bon. Oui, mais... Je suis gériatre dans... Vous l'étiez? Vous l'étiez? Oui, je l'étais, tout à fait. Vous l'étiez, vous êtes député aujourd'hui. Laurence Cristol est l'une des rapporteurs de cette proposition de loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale jusqu'à demain. Discussion sur le grand âge. Alors, on va entrer dans les propositions que vous faites, qui sont en discussion actuellement, en sachant quand même que le président de la République, Emmanuel Macron, avait promis en 2018 une loi sur le grand âge. Moi, ça fait longtemps que je fais du journalisme, ça fait longtemps que j'entends les présidents de la République, quels qu'ils soient, nous promettre une loi sur le grand âge. Elle n'est jamais venue. Ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ni Emmanuel Macron n'ont tenu leurs promesses. Pourquoi, tiens, Laurence Cristol, selon vous? Parce que ça coûte très cher? Non, c'est pas la question. La question, c'est qu'effectivement, on est face à un Big Bang démographique qui demande une réforme du grand âge qui a débuté depuis déjà plusieurs années, mais qui va s'inscrire dans un temps long. On va avoir besoin de vrais problèmes. On a un vrai problème de gouvernance, on a un vrai problème financier, et ce n'est pas en le faisant une seule grand âge qu'on va y répondre. Donc ce sont des étapes successives qui ont déjà débuté, notamment dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2023, et qui va se poursuivre. Et nous, députés, avons souhaité apporter notre pierre à l'édifice et apporter une étape supplémentaire et indispensable à la création. On avait parlé un temps d'une nouvelle branche de la sécurité sociale. Vous y seriez favorable ou pas? Aujourd'hui, déjà, allons plus dans le sens de la 5e branche de la sécurité sociale qui a déjà été engagée en 2020. Poussons, si vous voulez, des vrais problèmes des vrais problèmes de société aujourd'hui. Après, on regardera une branche si elle est nécessaire ou pas. Je n'y suis pas favorable à ce jour. Vous n'êtes pas favorable à ce jour. Bon, grande réforme sur l'autonomie, c'est attendu quand même. Hein. Il y aura des mesures annoncées au mois de juin, d'après ce que je crois savoir. Hein, vous le confirmez. En attendant, vous mettez en discussion une proposition de loi. Alors, je vais entrer rapidement pas rapidement, je vais entrer dans les détails. D'abord, lutter contre l'isolement, c'est-à-dire mieux repérer les personnes âgées isolées et essayer de mettre en place un système d'information de meilleure qualité entre les maires et les services sociaux et sanitaires, c'est cela? Tout à fait. J'ai été maire auparavant, élu local, et lors de la pandémie Covid, on connaît les difficultés que nous avons eues à repérer les personnes fragiles dans nos communes. Nous n'avions pas de registre en dehors du registre canicule, qui est un registre qui est volontaire, qui est une démarche volontaire de la personne âgée de venir en mairie ou de ses proches pour se faire recenser comme fragile. C'est vraiment extrêmement limité, et donc aujourd'hui, pouvoir permettre d'avoir accès à certains éléments sous contrôle, bien entendu, de la CNIL, notamment de l'APA, de la PCH, va nous permettre de pouvoir repérer de façon plus précise ces personnes isolées et pouvoir répondre. C'est le aller vers. Bien. Vous voulez mettre en place un service public départemental de l'autonomie, personnes âgées handicapées, proches aidants. Qu'est-ce qu'il y a? Une instance de recueil et de traitement des alertes des maltraitances aussi. Tout à fait. Alors déjà, le service public territorial de l'autonomie a pour objectif de pouvoir offrir ce que demande la très grande majorité des personnes âgées et leurs familles, un guichet unique. Alors, on le sait très bien, nous avons des départements qui sont très en avance, avec des maisons de l'autonomie, avec des services centralisés d'information et de coordination. Mais ce n'est pas le cas dans tous les départements de France, et nous devons avoir une visibilité territoriale. Bien évidemment, ce centre sera sous la gouvernance des conseils départementaux, qui sont les chefs de file, bien entendu, dans ce cadre-là. Ensuite, pour la maltraitance, nous faisons effectivement acte notamment du scandale Orpea et souhaitons aller plus loin
avec un dispositif pouvant recenser ces cas de maltraitance de façon beaucoup plus claire, afin de pouvoir agir rapidement. Bien, deux choses encore. Les EHPAD, vous parliez d'Orpea, les EHPAD, il s'agit d'obliger les EHPAD privés à consacrer une partie de leurs bénéfices à l'amélioration du bien-être des résidents. Je dis bien obligé, Laurence Cristol. Totalement. C'est effectivement totalement l'amendement que nous proposons, que nous avons proposé et qui va être discuté cette semaine à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est primordial. Mais alors obligé, ça veut dire quoi? Une partie des bénéfices? Combien? Environ jusqu'à 10%. Jusqu'à 10% des bénéfices devront être consacrés à l'amélioration du bien-être des résidents. Totalement. Bien, c'est important. Les intervenants à domicile, il s'agit aussi de leur donner une meilleure identité, si je puis dire, de revaloriser. Ils sont si importants, ces intervenants à domicile. Il s'agit quoi? De leur promettre, de leur proposer une carte professionnelle, de les aider, par exemple, à acquérir un véhicule propre. Totalement. C'est effectivement le cas. Moi, j'avais reçu dans ma circonscription les aides à domicile le 17 mars, qui était la première journée des aides à domicile, et on voit l'attente est très forte. Ils sont indispensables au maintien de nos personnes à domicile, et effectivement, ils ne sont pas valorisés. Leur métier n'est pas reconnu. Donc c'est une première étape qui en amènera beaucoup d'autres, notamment dans la formation, mais il est évident que ce sont des postes qui sont en grande partie pourvus par des femmes, à plus de 93%, avec souvent un planning haché, avec souvent aussi des grandes difficultés de reconnaissance dans leurs déplacements qui sont très importants puisqu'ils s'occupent souvent de plusieurs personnes. Donc la carte professionnelle est une première étape qui leur permettra de se déplacer, de pouvoir éventuellement rentrer aussi dans les zones, dans les ZSE, parce que c'est aussi un problème dans certaines métropoles, et dans la ruralité de pouvoir les aider à pouvoir accueillir des véhicules. Des véhicules propres, hein, on est bien d'accord. Maison de retraite, aide à domicile, on connaît les problèmes de recrutement. Comment allez-vous faire ? Alors nous allons également acter dans la loi le recrutement de 50 000 personnels soignants dans les EHPAD d'ici 2027. Il est évident qu'il faudrait avoir une politique encore plus ambitieuse au niveau de la formation des personnels, afin de pouvoir effectivement pourvoir les postes actuellement qui ne le sont pas. Mais il faudra du temps, et ne nous fermons pas les yeux. Et de l'argent. C'est quelque chose qui se fera du jour au lendemain. De l'argent. Déjà, il y a 10 milliards d'euros qui a été acté dans les prochaines années, mais il en faudrait 10 milliards par an. 10 milliards par an, oui, c'est ça, c'est ce qui avait été. Est-ce que vous pensez que le gouvernement sera prêt à dégager 10 milliards par an pour l'autonomie, l'autonomie pour les personnes âgées, pour le bien vieillir? Alors aujourd'hui, nous déposons une discussion de cette proposition de loi. C'est pas un projet de loi gouvernemental, mais l'écoute du ministre est, je pense, importante, et qu'il a mesure effectivement des besoins actuellement qui sont demandés. Parce que le coût de vos mesures, vous l'avez chiffré ? Le coût de nos mesures, en fait, il s'agit essentiellement de mesures au sujet donc des recrutements, mais ça a été budgétisé dans le PLFSS de 2023. Donc le coût des mesures que nous avons aujourd'hui n'est pas totalement finalisé, puisque vous savez que nous sommes en cours d'examen en hémicycle. Nous n'avons débuté que hier soir. Nous avons aussi eu beaucoup d'amendements qui ont été acceptés en commission des affaires sociales, à peu près 102 amendements de tous bords confondus, qui ont permis d'avancer et d'augmenter encore plus le nombre des articles de cette proposition de loi. Attendons la fin des discussions avant de budgétiser le coût du Mais vous reconnaissez qu'il faut 10 milliards d'euros par an pour bien répondre au vieillissement de notre population. Merci à vous, Laurence Cristol. Merci, c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur qui va être posé à la société française dans les années qui viennent, au-delà de toutes les polémiques. Dans les années qui viennent, il y a un autre sujet majeur que je vais développer entre 11h et midi, qui est essentiel, ce sont les salaires. On parle beaucoup de la réforme des retraites, mais au fond, derrière cette réforme des retraites, il y a le coût de la vie, la difficulté de vivre, tout simplement, de vivre de son travail.
de son travail, parce que les salaires ne sont pas suffisamment élevés dans notre pays. Avec la hausse des prix, les salaires réels sont beaucoup plus faibles qu'en 2019. Le coût de la vie augmente sans cesse. Le reste à vivre diminue sans cesse. Nous allons parler de l'augmentation des salaires. Est-ce une priorité nationale? Comment les augmenter? Eh bien, ce sera le débat entre 11h et midi. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite.